Bonjour à tous. Écoutez, on va commencer. Je vois qu'il est 17 heures. Donc, je suis François Guyon. Tout va bien, Louise? Ça commence. Bon, donc, bonjour à tous, je suis François Guyon, je suis le vice-président à Niort Aglo en charge du numérique et de l'innovation. On a une conférence maintenant sur les métiers du numérique, quels besoins en compétences. Effectivement, dans un secteur du numérique en constante évolution et source d'innovation, les métiers de l'informatique se transforment en continu et les compétences requises se modifient. On va vous proposer un regard prospectif sur les métiers de demain dans la filière numérique et qui permettra d'anticiper les besoins des nouveaux profils avec un regard poussé sur les métiers de la data, du cloud, de la cybersécurité et de la sobriété numérique. Alors, pour parler de ce sujet, je suis accompagné de 3 invités que je remercie pour leur présence. Jean-Paul Chaperon, vous êtes directeur général de ASI et également donc ASI, partenaire de Salon, et également délégué régional pour la région des Pays de la Loire de Numéum, le syndicat des professionnels des entreprises du numérique. Louise Vialard, vous êtes chargée de projet à l'INR, à l'Institut du numérique responsable. Et enfin, Jonas Pasquet, le local de cet échange. Il en fallait un, effectivement. Vous êtes directeur associé chez Kéréon Intelligence et président du SPN, le réseau des entreprises du numérique de l'ex-Poitou-Charentes. Jean-Paul, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter les perspectives d'emploi dans le numérique et quels sont les métiers en évolution, s'il vous plaît? Votre micro. Le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, vous avez cité un gros mot en parlant de Numéum. Pour ceux qui connaissaient Syntec Numérique, c'est le nouveau nom de la branche du syndicat professionnel des entreprises de services numériques, des éditeurs de logiciels, des plateformes et des entreprises de conseil en technologie. Donc, vous le voyez là. Et quelque part, cette branche est très présente en région. 50% ou un peu plus de ses adhérents sont en province et le reste à Paris. Et c'est beaucoup de TPE, PME, start-up également, avec une vingtaine de grands groupes et quelques ETI, 80 ETI, 2300 entreprises. La branche fait régulièrement 2 fois par an des analyses marché à travers son observatoire. Et on a cette chance au niveau de l'économie que le numérique est un domaine extrêmement porteur. Vous le voyez ici. Les analyses pour 2022 sont excellentes. On s'attend à 7,4% de croissance de notre secteur. Alors on est sur des chiffres extrêmement significatifs, à 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires et voilà, environ 600 000, un peu moins de 600 000 salariés. Très forte croissance portée par le fait que le numérique est un incontournable. Il a été accéléré lié à la crise Covid, la digitalisation des processus et tout ce que l'on a vécu. Je vais dire contraint et forcé, c'était un accélérateur et la transformation numérique des entreprises n'est qu'au début. Donc on est sur des sujets porteurs. Quand je discute avec mes collègues d'autres branches, on voit bien qu'il y a quand même des nuages qui s'amoncellent. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut se tromper, puis il peut y avoir des choses un petit peu particulières, mais les perspectives pour les années suivantes, 2023, 2024, 2025, ça reste encore aux alentours de 5% de croissance. Donc on est sur des métiers porteurs. Et d'ailleurs, ça se traduit par ce schéma que vous voyez, alors, qui est un peu compliqué. Mais ce qu'on dit par là, c'est qu'on est sur un marché où il y a énormément de création nette d'emplois. 34 000, c'est d'ailleurs le plus gros chiffre depuis une vingtaine d'années. 34 000 créations nettes d'emplois. Voilà, donc on est le plus gros secteur pourvoyeur d'emplois de cadres. Le deuxième en termes d'alternants derrière le BTP, je tiens à le dire. Beaucoup d'alternants. On a fait plus de 50% en termes d'apprentissage et de contrat d'alternance dans le secteur. Et ce n'est pas fini. Donc on peut passer au slide suivant. Je fais vite. Il y a des sujets sur lesquels je m'attarderai. Si je regarde la Nouvelle-Aquitaine, alors vous êtes une région, j'aimerais bien qu'elle dépende des Pays de la Loire, parce qu'on est quand même assez proche, mais vous êtes dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et la Nouvelle-Aquitaine, c'est une région... Alors vous voyez tout l'arc atlantique, de la Bretagne jusqu'à Biarritz. C'est les régions où il y a la plus forte dynamique et le taux de croissance le plus élevé en termes d'emploi numérique. Il y a probablement un petit peu l'attractivité des territoires.
des régions extrêmement dynamiques. Et la Nouvelle-Aquitaine a pris son envol réellement à travers Bordeaux, qui est, il y a quelques années maintenant. Hein. Et vous êtes dans ce qu'on connaît tous dans les régions, il y a une sorte d'hypermétropolisation. Bordeaux capte énormément d'emplois numériques, mais il y a quand même deux pôles qui sont à l'opposé, le sud, Bayonne, Biarritz, et Niort. Et on va voir quelques chiffres après. Mais vous voyez que le nombre de créations nettes d'emplois sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine est de 2400, rien que pour les entreprises de services numériques, éditeurs de logiciels, plateformes. Et donc, évidemment, il y a au moins l'équivalent côté des qu'on appelle les clients, les utilisateurs finaux, et ici notamment le domaine tertiaire et les assurances. Et alors, je voulais vous montrer ça parce que la région Nouvelle-Aquitaine, cette année, est la région qui a la plus forte croissance. Vous voyez, l'évolution est plus de 10%, c'est énorme. Hein. Il y a un nombre de salariés qui est un peu plus de 26 000, c'est encore monté depuis, et 2400 créations nettes d'emplois. Donc ça, c'est à souligner, ce dynamisme. Et d'ailleurs, je me suis laissé dire, pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, que sur Niort, il y a environ 7000 emplois numériques. Hein. Environ 3500, c'est assez équilibré d'ailleurs. 3500 dans les entreprises de services numériques et 3500 dans les utilisateurs finaux, donc les mutuelles, mais pas que. Enfin, beaucoup les mutuelles à Niort quand même. Hein, donc, un pôle extrêmement dynamique, et on le voit à travers cet événement aujourd'hui, extrêmement dynamique sur le sujet du numérique. Voilà, donc les perspectives de croissance. Alors, quand vous disiez les métiers de demain, souvent, dans notre branche, dans notre secteur, on dit il y a plein de métiers de demain qu'on ne connaît pas aujourd'hui. D'ailleurs, 80%, alors certains on dit jusqu'à 80% des métiers, on ne les connaît pas. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce que je sais, et ce sont les analyses évidemment que fait la branche, c'est qu'il y a quand même des trajectoires et des métiers qui sont évidemment plus porteurs que d'autres, et qui sont déjà très porteurs, et sur lesquels il y a une pérennité, où il y a des perspectives de croissance très fortes. Et donc, il y a 5 grands domaines, vous les voyez ici. La transformation digitale. Alors dedans, on met beaucoup de choses, hein, mais vous le voyez ici, donc tout ce qui est expérience client, digitalisation des processus, Modern Workplace, sont les intranets nouvelle génération, tout ce qui tourne. Et vous voyez les pourcentages de croissance, hein, le poids économique et les pourcentages de croissance. Évidemment, tout ce qui tourne du cloud et des processus autour du développement cloud, hein, on y met le DevOps là-dedans, par exemple, qui sont des nouvelles méthodes, qui sont très attendues, qui sont déjà en place, hein, mais qui vont continuer à s'accélérer. Forte croissance, plus 24%. La data, mais je crois qu'on va rentrer dans le détail tout à l'heure, qui est un domaine incontournable, il y a très très forte croissance, plus 22%. Donc la data au sens large, data intelligence, là on parlait de décisionnel, maintenant big data. Et quand on parle de data, on parle évidemment d'IA, hein, donc on y associe l'intelligence artificielle. L'IoT, je ne sais pas, je pense que vous êtes concernés également, bien sûr d'ailleurs vous êtes concernés dans vos métiers, et notamment dans le tertiaire également, hein, avec les véhicules connectés qui permettent d'avoir une prime qui est calculée directement, mais je pense qu'on y est. Hein, donc tout ce qui est objet connecté, il n'y a pas que l'industrie. Alors l'industrie, évidemment, l'industrie 4.0, l'industrie du futur, c'est entièrement connecté, avec la notion de jumeaux numériques, toutes ces technologies et réalité virtuelle qui existent déjà depuis quelques temps, mais qui continuent d'accélérer. Donc l'IoT est un secteur qui est connecté, qui se développe fortement. Et puis évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer la sécurité. On est tous concernés, hein, donc il y a bien sûr beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de la sécurité, beaucoup d'attaques. Hein. J'ai vu une analyse qui fait froid dans le dos, c'est la croissance des attaques malveillantes en termes auprès des entreprises, c'est plus de 10 000% année sur année. Alors, on voit que ça explose de partout, et on voit bien d'ailleurs que certaines données, maintenant y compris les données très confidentielles des hôpitaux, sont publiées sur le web. Donc c'est un sujet majeur sur lequel il y a beaucoup d'investissements, et on n'en est qu'au tout début, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est un passage obligé. Donc ça donne un petit peu des trajectoires. Et je terminerai par ce dernier slide, et je ferai un commentaire après. Alors il me reste combien de temps ? 2 minutes ? 2 minutes. Bon, ce slide, c'est une projection 2028. Donc déjà, ça nous projette un petit peu. Évidemment, ça a été fait en 2018, mais c'est toujours vrai. En 2018, on disait qu'il y a 232 000 recrutements à opérer dans les 10 prochaines années. Déjà, en 2022, on sait d'ores et déjà qu'il manque 10 000 Bac+5, 10 000 ingénieurs. Donc faites le calcul en pourcentage, c'est plusieurs centaines dans nos régions, d'où les travaux qu'on fait auprès des établissements d'enseignement, des organismes de formation. J'étais encore hier avec l'ENI et la CTI pour inciter les instituts de formation à s'implanter dans la région et à accélérer sur des filières qui correspondent à ce que je dis tout à l'heure, hein, notamment autour de la data et de la cyber,
parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Mais vous voyez ici que la sécurité vient en premier, finalement, en termes de croissance, de recrutement. Donc on montre bien la trajectoire. Les objets connectés apparaissent en deuxième. L'industrie du futur, je parlais de jumeaux numériques, mais il y a plein de sujets autour des impressions 3D, toutes ces thématiques, évidemment. La certification et traçabilité, c'est peut-être moins parlant, mais enfin, vous savez tout ce que c'est. On y met derrière la blockchain, les NFT et toutes ces thématiques blockchain d'ailleurs qui n'avait pas forcément une bonne presse, pour des raisons d'ailleurs clairement écologiques. Ça bouffe énormément d'énergie, le minage, mais on vient de voir, il y a 3 semaines de ça, qu'avec ce merge, il y a des méthodologies qui permettent de faire de la blockchain en limitant, en baissant de 99%. Et c'est énorme, la consommation d'énergie. Et c'en est qu'au début, parce qu'il y a des projets qui viennent après. Donc on voit que la blockchain va avoir le vent en poupe sous réserve de l'utiliser à bon escient. Et derrière la blockchain, il y a tas de choses qui se passent, et notamment les NFT, que vous connaissez probablement. Et puis, bon, je ne vais pas toutes les détailler, et vous voyez quand même que les métiers historiques, le dernier point, ça reste toujours d'actualité. Et in fine, les attentes des entreprises, que ce soit à Niort, à Nantes ou à Bordeaux ou ailleurs, c'est aussi beaucoup de spécialistes en développement. Le développement reste quand même le nerf de la guerre. Alors évidemment, les technologies évoluent, mais les méthodes de construction, de solutions, de services numériques sont toujours les mêmes, du cadrage, de la conception, du développement, du test, et puis la fin de vie. Bon, bref, tous ces sujets, ça ne change pas. Par contre, les méthodes évoluent beaucoup. Je terminerai par un point, et ce serait aussi un peu une transition pour la suite. Ce que l'on dit, nous, entreprises, en tout cas au niveau de la branche, et je pense que c'est partagé par beaucoup d'entre vous, c'est qu'on attend également des compétences sur 2 sujets connexes. On parle beaucoup de compétences transversales, on parle même de soft skills. Donc j'ai parlé de hard skills tout à l'heure, sans rentrer dans le détail. Les soft skills, c'est beaucoup le comportemental. C'est des compétences qu'on va regarder en termes d'adaptabilité, d'agilité. Ça, c'est peut-être les points qu'on met en premier lieu, parce qu'en effet, les métiers qu'on fait maintenant, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, ils auront évidemment évolué. Et donc, il faut être adaptable. Ça, c'est des choses qu'on regarde très précisément. Et puis, il y a 2 autres points sur lesquels on devient extrêmement proactif auprès des établissements d'enseignement, de formation, et pour lesquels je leur dis, et ils le savent, que les entreprises sont en avance sur le monde académique. C'est la transition environnementale et c'est l'éthique. Dans nos entreprises, on attend des salariés qu'on recrute diplômés, qu'ils nous accompagnent, et on a besoin d'eux, on a besoin de vous pour nous accompagner sur la décarbonation. Donc, dans le numérique, ça veut dire quoi? C'est le numérique responsable, sur lequel... Xavier Allard va nous en parler tout à l'heure, effectivement. Des sujets majeurs. On a besoin de vous quand on parle d'éco-conception, quand on parle de réutilisation. Voilà. Donc, et là, les organismes de formation, quels qu'ils soient, y compris les plus grandes écoles d'ingénieurs, ont toutes des options, mais pas un cursus complet sur le sujet. Et on a de fortes attentes de nos entreprises pour nous emmener sur le chemin de la décarbonation. Et le deuxième point, c'est l'éthique. L'éthique, vous savez, la protection des données personnelles, qui devient un sujet, qui est un sujet, pas qui devient extrêmement prégnant dans nos entreprises, et que ce soit à Niort, ou que ce soit à Paris ou ailleurs, en Europe. Et puis l'éthique, c'est également les algorithmes. Éviter les biais, la transparence des algorithmes. Et derrière, évidemment, on pense à l'intelligence artificielle. Donc il y a aussi des compétences qui se développent sur ce sujet, qui sont des compétences transversales. Merci Jean-Paul Chaperon. On va passer à vous, Jonas Pasquet. Donc si on continue de zoomer sur le secteur du numérique en Nouvelle-Aquitaine, peut-être d'abord, vous voulez nous dire un mot sur le SPN ? Oui, merci François. Donc le SPN a fêté ses 20 ans l'année dernière, on a 21 ans. C'est un cluster qui rayonne sur le périmètre ex-Poitou-Charentes, qui regroupe à peu près 200 entreprises adhérentes et pour lequel j'en assure la présidence depuis 2020. Effectivement, je vais essayer de redescendre un peu plus au niveau local. Donc il y a des choses qui vont se croiser avec ce que vous avez pu dire tout à l'heure, Jean-Paul, avec peut-être des fois des chiffres qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça dépend les sources, ça dépend les découpages. C'est vrai que les études sont comme ça. Néanmoins, il y a une tendance forte que vous avez décrite, c'est une croissance, une création nette d'emplois qu'on va avoir au niveau national à peu près de 7%. Et cette tendance, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, on la voit se traduire. Alors vous aviez cité 2400 emplois créés nets. Moi, les sources au pied, j'étais plutôt sur 1400, mais... C'est les mêmes.
Bon, donc, mais je vous fais confiance pour avoir des sources plus à jour que celles que j'ai pu avoir. Vous êtes directement à la source. Ou quasiment. Ce qui représente quand même 15 000 offres d'emploi, c'est pas rien. Alors à la base, la région Nouvelle-Aquitaine, on n'est pas dans le peloton de tête initialement des pourvoyeurs d'emplois dans le numérique, mais comme vous l'avez dit, le marché est très dynamique. Il y a une inversion qui est en train de s'opérer. Il y a vraiment un essor qui s'est opéré. Alors, j'ai pu voir qu'entre 2014 et 2019, l'effectif global sur la région est monté de 33%. Bing, d'un coup, et depuis, on est sur un rythme régulier. Il y a une disparité quand même selon les territoires. Vous avez cité Bordeaux et Niort, Bayonne, voilà. Bordeaux à lui seul représente 43%. Et puis, il y a toute une génération de start-up qui émergent, qui s'installent notamment à Bordeaux, mais on en a également sur le territoire. Si on descend un peu plus sur le nord, et là c'est le territoire du SPN, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, donc les Deux-Charentes, la Vienne et les Deux-Sèvres, on a fait un sondage, nous, il y a cette année, donc en 2022, c'est assez frais, auprès de 80 entreprises adhérentes. On avait la moitié qui avait du mal à recruter des profils. Alors ce sont des postes, alors il y a du technico-commercial. C'est un poste qui n'est pas toujours facile à trouver parce que ça mixte la vente et des connaissances techniques. Mais il faut bien ce genre de poste pour les entreprises. Les community managers, on a cité les métiers de la data, les chefs de projet également. Le développement, tous les gens spécialisés dans la programmation informatique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le développement, c'est la base. Sans ça, on ne fait pas de site, on ne fait pas d'application, on ne fait pas d'outils et on ne crée pas de numérique. Donc ça restera, et on le verra sur la slide suivante, une tendance indémodable. Concernant les Deux-Sèvres, donc là on a une surreprésentation de l'informatique dans l'économie locale. Oui, tout à fait, sur les métiers du conseil et de l'informatique, oui, par rapport à la moyenne nationale. Oui. Voilà, donc on est quasiment au double de la moyenne. Alors, ça c'est des sources cap métiers, mais au niveau de la Cannes, de l'agglomération de Niort, je crois qu'on dénombre entre 120 et 150 sociétés informatiques, ce qui est quand même une représentation extrêmement forte. Au niveau des emplois du numérique, vous l'avez cité tout à l'heure, il y en a également beaucoup. Mais on a un écosystème favorable pour ça. Je pense qu'on a déjà ces grands groupes, ces grands donneurs d'ordre. On a des acteurs qui sont mobilisés, et c'est encore le cas aujourd'hui, on l'a vu, sur une spécialité et une identité assez forte. Et puis un domaine de la formation qui commence à s'enrichir et à s'étoffer. Ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. Tout à fait. Il fallait venir à la conférence de 13h30 sur Niort, territoire unique, pour avoir les réponses. Non, mais c'est vraiment un bon signe pour les jeunes. Moi, ma fille, il y a quelques jours, m'a dit « L'année prochaine, je reste à Niort ». C'est une bonne nouvelle. Si on continue à descendre donc, alors, voilà, sur les domaines du numérique dans la tendance. Ça va recouper un petit peu ce que disait Jean-Paul tout à l'heure. Le développement, je l'ai cité. Le numérique responsable, Louise va en parler tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu. On ne va pas pouvoir passer à côté. Et les sujets commencent à émerger. Le cloud, on a basculé d'un moment où tout est installé sur des serveurs. Aujourd'hui, il est prévu, enfin j'ai vu une enquête, là, 86% des entreprises utiliseront le cloud d'ici la fin de l'année. Alors, tout ou partie, mais on n'est plus dans quelque chose, avant la crise notamment, quelque chose qui paraissait un peu plus lointain. Là, ça s'accélère. La data et la cybersécurité, je vais en parler et je pense qu'il faut que j'accélère. Allez-y, tout va bien. Donc, les métiers de la data. Donc, je ne l'ai pas dit, mais je suis directeur associé également d'un cabinet qui est présent sur le salon, qui s'appelle Kerion Intelligence, qui existe depuis 5 ans, qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, dans la valorisation des données. Donc, je suis au cœur de ce sujet-là. Ça, c'est une roadmap qu'on utilise aussi un petit peu en interne parce que derrière ces métiers-là, c'est des rôles qui ont émergé ces dernières années. On est passé de la BI traditionnelle au big data, des nouveaux outils qui ont émergé, de nouveaux métiers ont émergé. Et là, j'ai essayé de restituer ça en 4 activités. Déjà, il y a le pilotage
auprès des métiers, l'accompagnement des métiers pour être au plus près de leurs besoins. Et si je prends un exemple avec un poste en particulier, je prendrai le poste de business analyst, qui lui va analyser donc, les besoins du métier, de l'entreprise. On est vraiment à l'interface, qui nous permet cette interface. Fait le lien avec la MOA plus classique, qu'on Voilà. connaît de manière plus classique. C'est ça. Donc là, on est spécialisé sur le sujet de la data et il va pouvoir transmettre ça sur la suite du projet. L'activité de gouvernance, c'est une activité aussi importante. Par exemple, le data manager, c'est lui qui va définir, qui met en place la politique de la donnée, ce qu'on appelle la data gouvernance. C'est un sujet qui émerge beaucoup aujourd'hui. Hein. Ça se régule, ça se gère. Et ça se fait notamment avec ce poste-là. Le data architecte, lui, pour en prendre un autre, va modéliser les fameux besoins métiers dans des bases de données. Et là commence la chaîne qui va basculer. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais c'est intéressant de voir qu'il y a tous ces métiers qui existent. Au niveau de l'analyse, du secteur de l'analyse, il y a un métier dont on entend beaucoup parler, qui est data scientist. Ce n'est pas forcément celui qui recrute le plus. Mais il y a quand même un gros besoin dans les entreprises. Il y a un besoin, mais si je devais citer data analyst et data ingénieur, je les mettrais en priorité sur en nombre et en volume sur le data scientist. Le data scientist, on voit à peu près ce qu'il fait. Hein, il met en place des modèles statistiques, de la prédiction, donc il va utiliser ses connaissances souvent mathématiques. Alors que le data analyst, lui, va exploiter les infos, les interpréter, voilà, il donne à lire. Et à l'autre bout de la chaîne et quasiment au début, il faut un peu de structure, une ingénierie. Donc on va avoir un autre architecte qui s'appelle le Data Solution Architect, qui lui va mettre en place l'infra pour stocker et ingérer les données. C'est quelqu'un qui va vraiment être en amont de l'organisation du traitement de la donnée. Et un petit peu plus bas, on va retrouver le data ingénieur qui, lui, a en charge l'ingestion des données, leur préparation, leur stockage, la distribution. Il va construire vraiment des bases de données. Donc là, on est sur des métiers un peu plus techniques, très techniques même. Voilà. Je passe vite. Hein. Oui, tout à fait. Merci, Jonas. Non, c'est intéressant et on aura une session de questions-réponses tout à l'heure éventuellement si on veut revenir dessus. Si on passe sur les métiers de la cybersécurité, autre domaine en forte j'ai voulu tension. faire un zoom dessus. Alors, je connais un petit peu moins bien ce domaine-là. Néanmoins, il me semblait important de le mettre en avant. Déjà parce que au niveau du territoire niortais, on a un centre de ressources sur la cybersécurité porté par IRIAF, avec tout un tas de partenaires. Et l'agglomération de Niort. Et l'agglomération, voilà, tout un tas de partenaires, dont l'agglomération. Donc, je pense qu'on est un territoire plutôt à la pointe sur ce sujet-là. Et ça doit se décliner vers un accompagnement des entreprises et des acteurs locaux. Oui, complètement. Ce centre de ressources est très branché formation, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc tout ça, ça s'organise, mais c'est pas toujours vu comme une priorité par les entreprises, ce qui peut amener quelques défaillances et on le voit à l'actualité régulièrement. Et on le ressent également au niveau des collectivités locales, malheureusement. Donc là, je me suis dit, je vais mettre une grande carte et je suis content que vous ayez un grand écran parce que sinon on n'aurait rien vu. Si j'ai mis cette carte, c'est déjà pour montrer l'étendue. C'est pas pour expliquer tout, mais c'est pour montrer l'étendue de ce que ça peut recouvrir. Hein, on a souvent en tête le RSSI qui peut faire office de ces différents rôles, mais la maturité du sujet évolue. Dans les entreprises, et notamment dans les grandes entreprises, on peut retrouver des personnes à ces différents postes. Et puis après, en fonction, plus l'entreprise est petite, plus une même personne va tenir différents rôles. C'est quelque chose que je n'ai pas tout à fait dit non plus tout à l'heure sur la data. C'est qu'il y a aussi, avec l'expérience, des professionnels qui touchent à plusieurs domaines. Là, c'est un petit peu pareil. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce cycle-là. Et si je devais commencer le cycle, je le commencerai par l'auditeur, donc dans le conseil audit, qui est une partie importante parce qu'il va faire un état des lieux sur l'architecture, voir les points névralgiques et essayer de dresser un plan d'action. C'est quelqu'un qui va tester la pénétration depuis l'extérieur vers l'intérieur du SI, mais qui peut aussi tester de l'intérieur vers l'extérieur. C'est aussi très important. Les profils, on est sur des ingénieurs réseau, des gens qui ont une bonne connaissance de l'archi et des infraweb, voilà, puis des compétences
transverse. Et de l'autre côté, si on passe côté maintien en conditions opérationnelles dans l'entreprise, et notamment dans le service des opérations, là, on va retrouver un poste comme l'analyse SOC, qui lui est plutôt quelqu'un en interne, qui va travailler sur les points levés justement par l'auditeur, et qui va, dans le centre des opérations, être en veille, et puis quand il y a une trop grosse alerte, lever le plan de sauvegarde de l'activité, quelque chose qu'on a tous entendu parler, ça peut se passer à ce niveau-là. Si je remonte un petit peu plus haut, le chef de projet, qui est aussi assez demandé en ce moment, c'est lui qui va intégrer les solutions. Hein. Donc on est sur cette granularité-là. Tout est complémentaire. Ça peut aller même dans les grandes entreprises jusqu'au pilotage des risques. Hein, c'est-à-dire que le risque est piloté constamment et surveillé comme une autre activité. Voilà. Il y a tout un tas de métiers. C'est ce qu'il faut retenir. Tout est complémentaire. Ce sont des talents un petit peu individuels qui travaillent tous en équipe. Et aujourd'hui, il y a des opportunités dans ce domaine-là. Merci Jonas Pasquet, c'est effectivement deux très belles vignettes que vous avez proposées et c'est très intéressant effectivement de voir ces différents métiers, soit sur le domaine de la data, soit sur la cybersécurité. Louise Vialard, si on descend au niveau du numérique responsable, alors je vous laisse la zapette. J'ai beaucoup de slides. Voilà, vous allez expliquer à tout le monde. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis assez contente qu'on aborde le sujet du numérique responsable et je suis en train de réaliser que j'aurais bien dû faire une slide sur qu'est-ce que c'est le numérique responsable. Je pense que, à mon avis, on est un peu tous au courant maintenant des enjeux écologiques autour de pas mal de domaines et en particulier le numérique. On a tendance à croire que le numérique, c'est quand même c'est virtuel, mais c'est immatériel, mais ça a tout de matériel. Ça a un impact écologique très important. On l'a entendu récemment. J'ai envie de me moquer un peu, mais c'est pas très bien. On a entendu récemment avec les injonctions du gouvernement pour couper le Wi-Fi. Évidemment, la sobriété numérique et numérique responsable, ça se résume pas à ça et on va avoir besoin de plus d'aide que couper son Wi-Fi. Pour une définition du numérique responsable, moi ce que j'aime bien avoir, et c'est un moyen mémotechnique, c'est un peu comment est-ce qu'on ne va pas à tout va dans l'accélération numérique et comment est-ce qu'on va un peu à pied. Donc, c'est-à-dire que le numérique responsable, c'est un numérique qui est paritaire, inclusif, éthique et durable. Donc c'est vraiment une vision à 360. On a à la fois des injonctions environnementales, mais aussi des injonctions éthiques et sociales. Hop, je change. En fait, là, je suis là pour vous parler surtout d'un groupe de travail qu'on fait à l'INR. Et avant ça, peut-être... voilà. Je reste là-dessus parce que, en fait, je ne vous ai pas présenté l'INR. Mais l'INR, c'est l'Institut du numérique responsable. C'est une asso loi 1901 qui a bientôt... il me semble 3-4 ans, je ne sais plus exactement. On a beaucoup d'adhérents, à la fois des collectivités, je sais qu'on a la région Nouvelle-Aquitaine qui est adhérente, et des entreprises, donc des entreprises du numérique, mais aussi pas que du numérique. On a des assos aussi, on a l'asso par exemple qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée qui est chez nous, donc voilà. L'objectif de l'INR, c'est de créer des ressources et des outils en fait autour du numérique responsable, donc de l'impact environnemental et social et éthique du numérique qu'on met à disposition de tous et toutes. Là, on a vu qu'il y avait un vrai enjeu sur les compétences en fait du numérique responsable, puisqu'on a en fait on a sorti un guide, un GR, on l'appelle le GR 491. C'est un grand nom, mais en gros c'est un guide pour faire de l'éco-conception numérique. Donc du coup, comment concevoir de manière responsable un service numérique. Et en fait, dedans, il y a 491 recommandations. Autant vous dire que c'est quand même assez indigeste à assimiler comme ça tout seul devant son ordinateur. Donc suite à ça, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça infuse dans les métiers, que ça devienne des réelles compétences. En même temps, on a eu droit à des injonctions gouvernementales. Donc, il y a eu la loi Rennes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la loi Rennes, qui est la loi sur la réduction environnementale de l'empreinte du numérique, il me semble. Ça doit être quelque chose comme ça. Et en gros, une des injonctions, c'est d'avoir des formations dans les écoles d'ingénieurs d'ici la rentrée de septembre de cette année.
Et il est aussi demandé aux collectivités de s'engager sur ces sujets-là. Et je sais par exemple que la région Nouvelle-Aquitaine a voté une feuille de route numérique responsable. Les collectivités ont donc besoin d'entreprises qui ont les compétences du numérique responsable, puisqu'elles vont être un peu obligées d'avoir une feuille de route dès la fin de l'année. Voilà. Niort-Aglo est signataire de la charte pour un numérique responsable. Et nous avons, nous aussi, besoin de compétences dans ce domaine-là. Voilà, donc en fait, face à ça, ce qu'on a fait, on a fait un GT, un groupe de travail, un énorme groupe de travail. Il est né en septembre de l'année dernière. Et en fait, on n'est pas tout seul. On travaille avec la filière informatique nantaise qui réunit pas mal d'écoles, parce qu'en fait, on a des injonctions on a des demandes de nos adhérents, des entreprises, des organisations privées, des entreprises du numérique, mais on a aussi des demandes du monde académique, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de forcément former sur le tard, mais il faut aussi se poser la question de comment est-ce que on crée les compétences dans les écoles et dans l'enseignement supérieur avant qu'elles arrivent dans les entreprises. Du coup, on était plusieurs sur le sujet. On a fait un groupe de travail qui s'appelle Écologue. Notre objectif, c'était donc de proposer des ressources pédagogiques à destination de tous les acteurs de la formation, donc public et privé. Donc, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas vous retrouver... l'outil, il n'est pas pour les futurs employés, il n'est pas pour les étudiants, il est vraiment pour tous les acteurs de la formation qui ne savent pas encore comment prendre le sujet. Nous, on a eu beaucoup de demandes à ce sujet-là, beaucoup des OF, donc organismes de formation, mais aussi les écoles qui nous demandent un peu comment faire. Donc notre objectif et notre public cible, c'était vraiment les acteurs et actrices de la formation. Donc l'idée, c'était de construire un numérique plus sobre et plus responsable, répondre aux besoins des entreprises évidemment, et se préparer à la loi Rennes, donc réduction de l'empreinte environnementale du numérique. On a eu 80 participants sur les groupes de travail, parce qu'on a des groupes de travail dans le groupe de travail, je vais vous en parler après. On avait 48 permanents, et vraiment, pour être honnête avec vous, en fait, maintenant, un an après, on est plus à une vingtaine de permanents, parce que c'est que des gens qui sont bénévoles, et heureusement qu'ils étaient là. Vous voyez, sur les profils, on a 33% d'académiques et 67% de privés. Et on aurait aimé que ce soit 50-50. Il se trouve qu'on n'a pas forcément réussi, on s'en parlait avant, mais on n'avait pas forcément réussi à mobiliser les acteurs du monde académique aussi bien qu'on le voudrait. Et au niveau de la parité, parce que c'est quand même un enjeu très très fort du numérique, malheureusement, on est à l'image du numérique, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Voilà. Alors ça, c'était pour le tour. Alors comment on s'est organisé ? En fait, on avait 4 GT. On avait un premier GT qui est un état des lieux. En fait, il fallait d'abord qu'on sache, qu'on fasse une enquête sur comment est-ce que le numérique responsable était enseigné ou quelles formations étaient données sur le territoire. Donc on a fait une première enquête avec une analyse des manques et des besoins sur le territoire et une analyse surtout de l'existant. Le GT2 était du coup chargé de produire des ressources pédagogiques. Donc quand je dis ressources pédagogiques, c'est pas des syllabus ou du contenu de formation, c'est vraiment une architecture pédagogique avec des recommandations. Et là, l'idée du GT2, c'était de faire ça pour un tronc commun, donc vraiment pour tous les métiers, numérique, pas numérique, pour avoir une connaissance suffisante du numérique responsable pour bien le comprendre. Les GT3, on est parti sur des métiers spécifiques. Donc à la base, on était parti sur 11 métiers et on s'est dit que c'était beaucoup. Du coup, on a fait 6 métiers. Et c'est des métiers qui sont ciblés vraiment sur la conception de services numériques. Donc c'est vraiment une toute petite partie. Je pense qu'on pourrait refaire ce GT sur la cybersécurité, sur la data, sur pas mal d'autres métiers. Mais on s'est limité à 6 pour le moment. Et du coup, le GT4 qui vise à créer un outil, donc c'est la plateforme qu'on a créée, qui va sortir dans le mois d'octobre, qui présente tout notre travail et qui est évidemment libre d'accès pour les personnes qui souhaitent y avoir accès. Donc ça, c'était la temporalité. On a commencé en septembre 2021. On n'a pas du tout fini en juillet 2022. On y est encore. Du coup, c'était pour vous montrer un peu tout ce qu'on avait pensé. Mais on a fait une première phase avec la cartographie de l'état des lieux, évidemment, pour savoir de quoi on parle. Et une deuxième phase, vous voyez passer derrière moi, c'est pas très grave, pour arriver derrière à une analyse et une étude plus complète des besoins. Et il vous reste 5 minutes, Louise. Il me reste 5 minutes. Ah bah ça, je suis dans les temps en fait. J'avais si peur.
Du coup, je vais pouvoir prendre un peu plus de temps pour vous montrer un peu. Bon, après, il ne faut pas que je vous ennuie trop. Donc, dans le GT1, qu'est-ce qu'on a fait? L'enquête, comment ça s'est manifesté? On a fait 2 formulaires parce qu'en vrai, ce GT a été porté par l'INR, mais on a eu aussi une demande de la région Bretagne. Donc, on a maintenant une demande de la région Nouvelle-Aquitaine, mais à l'époque c'était la région Bretagne, pour savoir exactement comment la région, en tant que pouvoir public, pouvait se positionner sur la montée en compétences dans le numérique responsable, et est-ce qu'il y avait des formations chez eux qui existaient déjà, et comment est-ce qu'ils pouvaient encourager ça, parce qu'il y a une vraie demande au niveau de l'emploi qui est déjà compliquée au niveau du numérique normal, j'ai envie de dire. Donc numérique responsable, c'est encore plus complexe. Du coup, on a fait 2 formulaires. Il y en avait une avec une diffusion nationale et une autre diffusion ciblée Bretagne. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait juste l'équilibre entre les répondants. Ce qui nous a permis de créer des petites choses comme ça. On a pu voir qu'en France, les formations qui étaient données, c'était plutôt de la formation initiale. Donc il y avait 30% de la formation qui était donnée, qui était de la formation initiale, qui est la formation en fait qui est quand on est étudiant, qui est dans les établissements d'enseignement supérieur, mais vraiment dans un cursus étudiant. Et le 66% de formation continue. Donc c'est ça peut être dans les écoles aussi, mais c'est quand on est déjà salarié, qu'on a déjà eu un diplôme. Comment est-ce qu'on se forme après dans son métier sur certaines compétences. Les durées de formation, en fait, on s'est rendu compte que toutes les formations, c'était surtout de la formation généraliste, donc en général 1 à 3 jours, qui était surtout sur qu'est-ce que c'est le numérique responsable globalement. Et il y avait moins sur les besoins métiers. Donc là, vous voyez, il y a 4 formations qui sont à plus de 3 jours. Et en général, c'est des formations qui sont plus consistantes en termes de comment est-ce qu'on monte en compétences dans un métier spécifique. Le GT2, en fait, dans l'écriture des connaissances à avoir dans le tronc commun. Donc, ce qu'on appelle le tronc commun, ça s'est divisé en 6 domaines. Donc là, vous voyez vraiment la richesse de ce que c'est le numérique responsable, parce que ça comprend des connaissances dans l'environnement et le climat, dans l'environnement numérique et du coup les coûts environnementaux du numérique spécifiquement, les enjeux sociétaux, la conception de services numériques, donc qu'est-ce que c'est de concevoir un service numérique, la communication, collaboration, donc ça a été un long sujet, de faire rentrer le marketing dedans ou pas, et l'économie du numérique, donc tout ce qui est autour des modèles économiques du numérique. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a mixé le GT1 et le GT2, on a analysé toute notre enquête en fonction de ce que le GT2 avait analysé. C'est-à-dire que, c'est dommage, c'est vraiment derrière moi, mais on a pu voir dans les formations, les formations qui ont répondu à notre enquête, là on pouvait voir quelles formations partaient sur quel sujet. Et du coup on peut voir par exemple que sur l'économie du numérique, on n'a pas beaucoup. Sur la collaboration et communication et donc marketing aussi digital dedans, on a peu de formations. Et on voit que après les 3 premiers sujets, on en parle pas mal. Donc après, on a fait beaucoup d'autres analyses, mais du coup, j'en ai pas beaucoup parlé là, mais c'est pas grave. Moi, j'ai peut-être pas tout écouté, mais ce sont des formations de la région Bretagne ou en France? Alors celle-là, c'est national, parce qu'en fait, en région Bretagne, on s'est rendu compte que sur les personnes qui avaient répondu, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas en région Bretagne, par exemple, qui étaient à Nantes. C'est pas encore la région Bretagne, c'est un sujet politique, mais voilà. Mais du coup, on n'avait que très peu de formations en présentiel. Je crois qu'il y en avait en finale 6. Donc ça ne nous a pas permis de vraiment faire un vrai panorama. Du coup, ça fait partie du travail qu'on a à faire avec la région Bretagne et avec les organismes de formation en Bretagne sur comment est-ce qu'on déploie de la formation sur le sujet. Et du coup, ça, c'est plutôt national. Les chiffres sont plutôt nationaux. Après, c'est vrai que j'ai pas sorti les endroits où il y avait le plus de formations, mais je pense que la région, le sud de la région Nouvelle-Aquitaine plus Occitanie sont quand même assez bien. Toulouse, ils sont très forts là-dessus, donc voilà. Mais c'est vrai qu'avec cette enquête, on pourrait sortir ce genre d'informations. Et sur La Rochelle, avec Vincent Courboulet, donc à l'INR, il n'y a pas encore... Il n'y a que lui, je crois. C'est ça. Effectivement, et Vincent était pionnier sur le sujet, et lui, il a deux formations sur le sujet, mais après, je ne sais pas si ça a irrigué tous les acteurs de La Rochelle. Mais il y a effectivement une bonne formation à l'Université de La Rochelle. Très bien, merci Louise Vialard. J'ai pas terminé. Ben si.
Je peux vous parler juste de la fin? Allez-y, 1 minute. Voilà, Vous avez ça le c'est le compteur. GT3. Du coup, je pensais que j'aurais dû rester stressée depuis le début. Alors, j'avais sur le GT3, vous voyez les métiers qu'on a abordés, qui sont architecte, Scrum Master, concepteur, développeur, testeur, direction SI évidemment, et gestion de projet. Et en fait, nos fiches métiers, ça ressemble à ça. Donc là, c'est joli parce que là, sinon, on a des docs de travail qui sont beaucoup plus indigestes que ça. Et Donc, elles sont accessibles sur le réseau, elles sont partagées déjà? Pas encore, parce qu'en fait, la plateforme arrive bientôt, D'accord, très bien. qui va ressembler à ça, avec des fiches métiers dans ce genre-là. Et vous pourrez télécharger les fiches métiers que je vous ai montrées juste avant. Mais en vrai, vous avez un parcours sur la plateforme que vous pouvez vous faire un parcours personnalisé. Voilà. Et voilà où est-ce qu'on en est. On en est là et on en est à bientôt. Le GT4 arrive et voilà. Merci beaucoup, Louise. C'est bon. Il nous reste 4 minutes pour prendre des questions éventuellement dans la salle. Est-ce que quelqu'un... Oui? Il faut peut-être l'allumer. Alors la toute première, ça va être une question qui va être assez pratique. C'est de savoir les métiers actuellement qui recrutent le plus, enfin en grand public. Après, il peut y avoir les collectivités sur le bassin niortais et aux alentours. Et la deuxième, elle concerne plutôt. Alors moi, je fais partie d'une génération où le numérique c'était un embryon, donc on fait partie de la génération moitié papier, moitié ordinateur. Et de savoir quand on n'a pas eu l'occasion d'être formé donc à l'école. À peu près quand on a niveau bac, peut-être première année de BTS, comment pour accéder à des métiers dans le numérique qui sont autour du bac plus 2 par exemple. Jonas, Jean-Claude, Jean-Paul. Alors sur la première question, je ne suis pas un acteur local, je vous redonnerai Ouais. la parole, vous serez plus pertinent. Sur le deuxième volet, effectivement, il y a, comment dire, on sait bien que vous avez donné un chiffre. Au niveau national, 79% des entreprises ont du mal à recruter. Et donc, c'est un frein à leur croissance pour répondre aux demandes du marché, aux évolutions du marché. Donc ça, c'est... Et on sait bien que ce n'est pas avec la formation initiale qu'on va y arriver. Donc, il y a énormément d'initiatives avec l'ensemble d'acteurs, des associations, ici en région Pays de Loire, Aden-Ouest, mais avec Pôle emploi également, des programmes sur Invest in Digital People, numérique emploi et j'en passe. Beaucoup de thématiques qui permettent d'accompagner les jeunes qui n'ont pas forcément un niveau à bac plus 3 ou bac plus 4, pour les amener, les monter en compétences à travers souvent des mécanismes d'apprentissage ou d'alternance. Donc je ne connais pas de dispositif précis à Niort, mais sachez qu'il en existe beaucoup et il y a beaucoup de partenariats, de conventions qui permettent d'accompagner ce mouvement. Oui, alors pour compléter, effectivement, comme vous dites, Jean-Paul, le sujet que vous évoquez, c'est notamment le sujet des personnes qui seraient aussi en reconversion et qui ne seraient pas du sérail avec une formation initiale qui les aurait emmenés sur la voie habituelle. Néanmoins, le marché étant en tension assez fortement. Depuis plusieurs années déjà, il y a des dispositifs d'aide. Il a été cité Pôle emploi. J'en ai deux en tête. Il y a les POE et puis l'AFPR qui permettent à une personne de reprendre à travers une formation. En général, c'est 400 heures, je crois, maximum, soit en collectif, soit indirectement dans une entreprise. Nous, au niveau de Kéréon, je sais qu'on en a embauché 3 ou 4 comme ça, des gens qui se sont reconvertis. On les a formés en interne. Alors, pendant cette période-là, Pôle emploi les a financés. Mais ça peut être des fois de façon collective. Et je pense que c'est pas un sujet vraiment de ne pas être dans cette voie royale. Moi, je peux vous dire que les personnes qui ont fait ça chez nous, après quelques années, ils sont aussi performants. Enfin, et donc, il ne faut pas hésiter à reprendre ces formations qui sont très pratiques, voire un peu plus longues si on veut aller sur de l'alternance. Et concernant les métiers, je crois qu'on les a cités un petit peu tout à l'heure, ça va dépendre de votre appétence, quoi. Mais c'est principalement autour du développement informatique. il y en a pas mal, oui. On
pense beaucoup aux moins de 25 ans. Alors, j'ai rien contre les moins de 25 ans, j'en ai deux dans ma famille. Mais c'est vrai que je pensais plus aux personnes de plus de 25 ans, voire 30 ans, parce qu'après, c'est un peu comme au foot. Beaucoup pensent qu'on est fini, mais au final, avec le numérique, on a une seconde vie. Non, mais ces dispositifs-là font pas attention à Pas l'âge. attention à l'âge, il n'y a pas de segmentation. Je pense que la motivation est vraiment... les entreprises y sont sensibles. Quelqu'un qui va montrer, qui va sortir un petit peu du rang pour montrer qu'il est motivé et non pas rester chez lui, c'est vraiment important. Et comme on le disait tout à l'heure, les soft skills, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir envie d'apprendre, qui va montrer qu'il est motivé. Et on le voit tout de suite lors du stage, que le gars, il en a envie, quoi. Tout à fait. Merci Jonas, merci Louise. Merci. Et je citerai notamment une porte d'entrée qui peut être intéressante aussi. Je n'ai pas cité le comité de bassin d'emploi qui nous, tout à fait. qui nous invite aujourd'hui et qui organise avec notamment le SPN pas mal d'actions en ce sens, quoi. Tout à fait. C'est le CBE, le comité de bassin d'emploi du Niortais et du Haut-Val de Sèvres, qui organise cette conférence et je les remercie pour leur intervention et le partenariat sur ce salon. Merci à vous trois, merci à vous tous, bonne fin de journée.